Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Le titre de ma présentation annonce absolument rien de léger. Donc, la Sad Girl Theory, une cartographie de tristesse contre l'hégémonie du bonheur. Puis j'en profite pour glisser un petit trauma avertissement, évidemment, qui n'est pas question de santé mentale, de plus superficiellement de suicide. Donc, c'est des sujets auxquels vous êtes sensibles. Vous êtes évidemment pas tenu d'écouter ma présentation. Le plan que je vous propose que je vous impose en fait pour la présentation débutera avec une petite introduction à partir d'un texte de Camille Toffoli, qui est en fait le premier texte sur le sujet au Québec, sur la Sad Girl Theory. Puis une courte genèse de la Sad Girl Theory, une petite proposition de définition et d'une grille d'analyse qu'on va ensuite appliquer à 30 de Marie Darcigny, qui est mon corpus principal pour mon mémoire de maîtrise. Donc, en regardant le sommaire de mon nouveau numéro de Liberté à l'hiver 2019, je suis tombée sur un titre qui était triste. Et étant triste de nature, ça m'a interpellée. L'article proposait un titre qui va comme suit « Des contingents de pleureuses », puis c'était écrit par Camille Toffoli, qui est une libraire féministe engagée, qui a sorti un livre dont je vous conseille la lecture d'ailleurs. Dans l'article, elle y parlait de ses parents qui se réjouissaient du fait que leur fille ait pu grandir dans les années 90 avec des personnages de fiction, notamment Mulan ou Pocahontas. Entre vous et moi, les années 90, ce n'est pas l'âge d'or du féminisme au niveau du cinéma ou des séries télévisées, mais on peut comprendre l'enthousiasme de parents qui voient en des personnages comme Mulan ou Pocahontas des exemples de courage, de force, de sang-froid, bref, des exemples d'une certaine réalisation d'un certain féminisme. Mais Toffoli avait plus, dès l'enfance, pour reprendre les termes de ses parents, un côté dramatique. Un côté dramatique qui s'est épanché avec le temps. Et si à la librairie où elle travaille maintenant, des clientes viennent la voir pour lui demander des recommandations d'héroïnes, de femmes au destin extraordinaire, son engouement pour ce genre d'œuvre demeure moindre en comparaison avec celui qu'elle éprouve pour ses muses comme Sylvia Plath, Nelly Arcamp et Virginia Woolf. Puis forcément, dans ce genre de situation, on en vient à se demander si le fait de ne pas s'accomplir comme les modèles de femmes fortes, ça ne vient pas aussi amoindrir notre posture féministe. C'est précisément contre cette association entre force, agentivité et éventuellement féminisme que viennent lutter à coups de larmes les sad girls. L'expression Sad Girl Theory a fait son apparition sur les réseaux sociaux en 2014. On attribue à Audrey Wollen, c'est ses publications et installations que vous voyez à l'écran, qui est une artiste multidisciplinaire américaine. Donc, c'est à elle qu'on associe l'instigation du mouvement. L'artiste, en fait, s'est mise en scène dans des moments de vulnérabilité, puis s'exposait sur les réseaux sociaux. Par exemple, elle publiait d'elle des photos d'elle en vêtements d'hôpital ou d'elle en larmes dans des lieux publics. Ces publications étaient toujours accompagnées de deux mots-clics, Sad Girl puis Sad Girl Theory. L'expression a ensuite été, au départ, plus un mouvement social qu'une théorie littéraire ou artistique, mais elle a été par la suite récupérée par des artistes œuvrant dans le milieu universitaire puis affiliés à d'autres autothéories, notamment à la Sick Woman Theory de Joanna Elva. La Sad Girl Theory connaît peu de publications universitaires qui lui seraient proprement dédiées, mais plusieurs instances culturelles s'y sont intéressées, des instances qui évoluent habituellement dans des sphères médiatiques à diffusion un peu plus restreinte, comme les blogs littéraires, les balados. Dans le monde francophone, le texte le plus abouti sur la question, c'est la partie réflexion du mémoire de Marie Darcigny, duquel 30 est aussi tiré d'ailleurs. Par contre, si son récit est ouvertement un récit de sad girl, son essai se dirige davantage vers les questions de discours hégémonique du bonheur. Donc, comme mentionné précédemment, bien que récupérée un peu par le monde universitaire, la Sad Girl Theory n'a pas été définie à proprement parler par des critiques ou des théoriciennes de l'art. Donc, à cette étape-là de la réflexion, je vous offre une définition qui est embryonnaire à partir de mes lectures puis de ce que semblent proposer les artistes qui se revendiquent comme des Sad Girls. Donc, j'ai fait un petit organigramme que je vais vous montrer après. Donc, je pourrais décrire la Sad Girl Theory comme étant, oui, l'acceptation du mal-être des femmes, mais surtout comme l'expression de celui-ci dans le but de créer une cartographie de femmes tristes et de critiquer le système dominant patriarcal qui crée et maintient en partie cet état émotionnel. La Sad Girl Theory vient critiquer cette idée que les expressions féminisme et réalisation de soi sont inexorablement liées,
comme si pour être un porte-étendard du féminisme, il fallait impérativement de se doter de caractéristiques traditionnellement masculines, comme la combativité, l'indépendance, le contrôle des émotions. Les sad girls prônent la prise de moyens concrets comme les performances, l'usage d'art visuel, littérature, etc., afin de sortir de la sphère privée, ce qui, selon elles, ne devrait pas l'être, c'est-à-dire la souffrance au féminin. Donc, voici le schéma que j'ai fait pendant une nuit d'insomnie. J'ai choisi de maintenir les couleurs pastel, même si vous risquez de mal lire, juste pour une question d'esthétique. Donc, le schéma se construit comme deux faces d'une même médaille, puisque par essence, la sad girl theory s'exerce par un transfert d'éléments traditionnellement associés aux femmes, comme la tristesse, la dépression, la folie, là, avec des gros guillemets, là, de la sphère privée à la sphère publique. Puis là, pour la suite, je vais essentiellement utiliser des exemples littéraires. Je vais un peu dire juste autrice à la place d'artiste, parce que ma maîtrise est en littérature. C'est ça mon champ d'études. Je vois donc dans la sad girl theory comme composé de deux pôles, qui sont l'axe du mal-être et l'axe de la gentilité sur mon schéma, comme deux axes d'intervention. Le premier s'articule autour de cette idée d'intimité à intimité, de celle de l'autrice, en fait de l'intimité de l'autrice à l'intimité de la lectrice, où le but est de créer un lien, donc de solidariser des filles tristes entre elles. Puis pour ce faire, il y a plusieurs stratégies discursives qui sont utilisées, notamment la transdiscursivité, on peut revenir, l'usage des réseaux sociaux et une prétention à respecter un pacte du réel. En fait, c'est que le lien entre l'autrice et la lectrice s'établit de façon plus solide et plus cohérente quand il y a un pacte du réel auquel la lectrice adhère. On sent, par ces stratégies discursives, un désir d'inscription filiale, de se revendiquer d'une tradition artistique féminine tragique et de créer des liens avec celles qui deviendront peut-être les prochaines sad girls. L'autre axe d'intervention de la sad girl theory prend une tendance plus collective, voire politique, en ce qu'il tente de montrer par le biais de l'inconfort l'incapacité de la structure sociale à assurer le bonheur de tous et toutes, en particulier celui des groupes oppressés et ou marginalisés. Les discours des sad girls, leur pied de nez au discours ambiant sur le bonheur et la capacité individuelle à l'atteindre sont porteurs d'une volonté de questionner et d'ébranler ces structures qui maintiennent l'état émotionnel. Donc, le cas de 30, je ne sais pas ce qui a été dit ce matin sur le sujet. Je vais faire un court résumé sur l'œuvre. 30, c'est une narratrice, Marie d'Arcigny, le même nom de l'autrice, mais on va revenir, qui a 29 ans, puis qui annonce qu'elle ne s'est jamais vue dépasser l'âge des 30 ans. Elle n'est pas capable de s'imaginer au-delà. Puis elle annonce son projet d'écriture. Elle va écrire de façon comme un journal mensuel jusqu'à ses 30 ans. Puis, de manière assez plus ou moins implicite, en fait, annonce sa mort après ses 30 ans. Il faut savoir que mon mémoire, comme je suis en recherche-création, ma partie recherche est un peu plus est très, très restreinte. Là, donc, je travaille essentiellement sur les procédés de solidarisation et de filiation. Donc, pour les fans de transtextualité, qui est un concept de Gérard Genette, qui est en fait un concept de Kristeva, mais qui a été récupéré par Genette 10 ans plus tard, puis il a approfondi la chose, puis il a regroupé ça sous 5 sous-concepts. Donc, on a l'intertextualité, la paratextualité, la métatextualité, l'architextualité et l'hypertextualité. Donc, pour les fans de ce concept-là, 30 est une mine d'or. Dans le cas de 30, on parle essentiellement d'intertextualité ou d'interdiscursivité et de paratextualité parce qu'il est surtout question de coprésence des autres œuvres dans la sienne, une coprésence absolument explicite qui est surtout marquée par l'usage de la citation et des collages photographiques. À l'heure actuelle, je perçois dans les références utilisées par Darcigny 2 visées. D'abord, l'abondant usage de la citation d'autrices tragiques comme Arcan ou Reutzel et de théoriciennes féministes fait penser que l'autrice souhaite d'une part se réclamer d'une tradition littéraire tragique et d'autre part d'asseoir une certaine crédibilité par la connaissance afin de légitimer son propos. Il y a aussi tout un enjeu de typographie, mais pour cet après-midi, je vais vous épargner les propos de Maurice Blanchot sur le sujet. Puis ensuite, il y a toutes ces références à la culture populaire des années 90, début 2000, des années difficiles, comme on disait tantôt, pour le féminisme, mais dans lesquelles on lit un désir de réappropriation de figures féminines souvent polarisantes ou snobées par les institutions de légitimation culturelle. En cas de 30, c'est essentiellement Angelina Jolie.
Les références à la culture populaire servent aussi de lieu commun parce qu'en général, puis peut-être encore plus quand il est question de littérature de l'intime, l'usage de la référence peut s'avérer un jeu dangereux. C'est que la référence non saisie vient nuire à la solidarisation parce qu'elle contrevient au principe d'homophilie, c'est-à-dire la tendance qu'on a à s'allier à celles et à ceux qui nous ressemblent. Donc, la référence populaire assure une plus grande atteinte de sa cible. Au départ, la plupart des réseaux sociaux, mais peut-être encore plus Instagram, étaient utilisés, je ne sais pas si vous êtes des consommateurs, consommatrices du réseau, mais pour montrer des moments de vie plus ou moins mis en scène. Puis ces scènes contribuent à façonner l'espèce de bonheur hégémonique qu'on nous enfonce dans la gorge. Dès lors, les réseaux servaient et servent encore de lieu de comparaison et maintiennent les non-heureuses dans un état de solitude. Heureusement, ce sont des lieux virtuels que les sad girls ont pris d'assaut à coup de mise en scène de l'intime qui montre tout un spectre du mal-être des utilisatrices, de l'anxiété de performance aux antidépresseurs en passant par les propos suicidaires. Éventuellement, ces discours forcent un constat, des malheureuses, il y en a par centaines. D'un point de vue plus technique, il y a certains réseaux sociaux qui sont plus investis que d'autres, puis de ceux-ci, Facebook est exclu parce que souvent, en fait, Facebook, contrairement à Instagram, Twitter, puis maintenant TikTok, ne fonctionne pas par réseau d'affinité. En d'autres mots, souvent sur Facebook, on est amis avec quelqu'un, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on le doit. Donc souvent, c'est là qu'il y a le réseau de la famille et du travail, entre autres, alors que des réseaux comme Instagram, Twitter, puis TikTok fonctionnent plus par affinité, intérêt, valeurs, etc. Donc, les sad girls utilisent surtout Twitter, Instagram et de plus en plus TikTok parce que, même si ça fait mal de le dire, TikTok, c'est le territoire des plus jeunes. Puis la jeunesse, c'est une composante qui est quand même importante là, dans la sad girl theory. Donc, 30, Marie Darcigny utilise donc des captures d'écran tirées de son Instagram pour dire qu'à l'époque où, c'était en 2018, là, où elle a sorti son livre, il n'y avait pas encore de TikTok, là, donc c'est comme écarter l'équation. Donc, Marie Darcigny utilise des captures d'écran tirées de son Instagram. Puis toutefois, et c'est peut-être là le plus grand écart entre l'œuvre de Darcigny et la grille d'analyse de la sad girl que je vous proposais tout à l'heure, c'est que les éléments tirés de son compte Instagram puis qui se retrouvent dans le livre n'ont pas un aspect excessivement tragique. Ils semblent être là davantage pour lier l'autrice à sa narratrice, pour la rendre plus réelle. Le pacte du réel chez Darcigny est d'ailleurs assez complexe parce que si on se fie à des textes fondateurs, des récits autobiographiques, comme ceux de Philippe Lejeune qui vieillissent un peu, là, assurément, on nous indique que pour parler d'autobiographie, il faut qu'on ait une adéquation des instances narratives, c'est-à-dire de l'autrice, de la narratrice et du personnage. Ce à quoi on a droit d'entendre. Mais il y a également tout un pan d'éléments vérifiables pour les plus stalkers d'entre nous, comme son parcours scolaire ou ses réseaux sociaux. Par contre, Darcigny se met en scène ou met en scène une narratrice qui porte son nom dans un contexte qu'on sait faux. C'est-à-dire qu'au moment de l'écriture, c'est vérifiable que Marie Darcigny n'avait pas 30 ans, elle était même loin de l'avoir. Ce n'est pas un petit détail, étant donné que c'est l'arc narratif de l'œuvre qui marque le début et la fin du livre. Par contre, ce bris du pacte du réel qui est causé par l'articulation de la trame narrative me semble un peu amoindri parce qu'il rajoute au propos de la sad girl theory au sens où, comme mentionné plus tôt, la jeunesse ou plutôt la peur de vieillir est au centre des préoccupations des sad girls parce que le vieillissement est aussi synonyme de bilan puis de constat de l'échec de l'accomplissement. En toute honnêteté, là, je dois encore investiguer les questions de malaise puis de rupture filiale chez Darcigny puis plus largement dans les autothéories. Mais la plus grande source de malaise dans 30 pour moi, puis après ça, c'est très subjectif, c'est l'aveu tacite d'un suicide comme dénouement final. Un dénouement qui nous est livré dès les premières pages et qui, comme un fantôme, hante le reste de notre lecture. 30, c'est aussi un livre qui est truffé de références à la maladie mentale. D'ailleurs, l'autrice réfère très, très abondamment à Anne Cvickovics pour son livre « Depression, a Public Feeling ». Et pour Cvickovics, comme pour Darcigny, l'écriture d'un soi souffrant, le martèlement d'un mal-être inhérent au fait d'être femme, l'expérience d'être femme plutôt, contribue à penser la santé mentale comme un enjeu social plutôt que comme un enjeu strictement médical et individuel. Puis elle critique aussi les liens qu'on fait entre, par exemple, la dépression et le niveau de fonctionnalité, comme si c'était deux paramètres qui étaient forcément liés. Évidemment, tout ça cache
plus ou moins subtilement, un désir, peut-être naïf, de changer les choses puis de finalement rompre cette filiation-là d'artiste malheureuse. Donc, chaque sad girl, Marie Darcigny en étant une, souhaitant à la fois être une parmi d'autres puis être la dernière sad girl. Entre le moment où j'ai amorcé ma réflexion sur le sujet, quelque part en deuxième année de bac, et là, à quelques mois de mon dépôt final, le mot-clic s'est retrouvé plus de 2 millions de fois sur des publications Instagram et sous 4 fois plus de publications Twitter. Et si en 2019 et 2020, il y a eu un petit creux du mouvement, la pandémie a évidemment ravivé la flamme. Puis que ce soit en musique populaire, en commercialisation de la mode, en design, la culture populaire s'est appropriée de façon massive l'expression de sad girl, et ce, avant même que les discours universitaires aient pu réfléchir en profondeur sur l'articulation de leur discours, puis sur les conséquences que celui-ci a en art, puis plus largement sur les discours de la santé mentale. Une réappropriation qui en soi, puis plus largement, une réappropriation qui en soi, si on reprend les principes de la sad girl, n'aurait rien de négatif, au contraire. Ça ferait que construire davantage des ponts entre les sad girls, puis créer d'autres lieux communs. Par contre, on n'est pas dupe personne. Les réappropriations capitalistes sont inquiétantes parce que même si elles offrent une visibilité et des lieux communs, et même des lieux de lutte aux causes qu'elles soutiennent, il n'en demeure pas moins que l'utilisation marchande des valeurs ou des luttes sociales a aussi comme effet de les aseptiser, puis de les vider de leur sens initial, puis éventuellement de leur pouvoir. Ma directrice de maîtrise me dit d'arrêter de finir avec des citations de d'autres gens pour mes colloques. Donc, je travaille en entrée journalière pour la partie création de mon mémoire. Et je travaille en fait les dates limitrophes de mon projet. Ce sont les morts de Nelly Arcan et de Virginia Woolf. Donc, je vous offre l'entrée du 28 mars, qui est ma dernière, en fait, pour l'instant. Les jours sont de plus en plus longs et je pense que les levées et les couchers de soleil sont indiscernables l'un de l'autre à cette période de l'année. Alors, quand j'arrive à l'ancien marché du Vieux-Port, je ne sais pas si le soleil derrière moi se lève ou se couche, mais ça n'a pas d'importance parce que je ne le vois pas, parce que le soleil sur la rive nord n'est pas du bon bord. Ils n'ont pas encore réinstallé les bancs et le sol n'est pas complètement fondu. Il n'y a que les rebords de béton pour m'asseoir. J'ai peur de tomber, peur d'avoir envie de tomber, me dirait Freud sur notre conversation Messenger, mais il n'a pas raison, c'est pas ça. C'est que tous les jours, j'ai un peu envie de tomber, mais la plupart du temps, j'ai plus envie de ne pas tomber que j'ai envie de tomber. Un jour, une fille de la chorale m'a parlé des loups qu'on a à l'intérieur. Un bon, un mauvais, et qu'on choisissait celui qu'on nourrissait. Moi, j'ai 2 louves, une triste, une non. Et j'ai pas à les nourrir, elles se nourrissent sans moi. Elles se nourrissent l'une et l'autre et elles montrent les dents. Elles mordent les gueules des loups qui servent à mordre. On dit que les louves sont protectrices, qu'elles sont loyales, qu'elles préparent les tanières. Les louves sont dans le care. On dit que les louves se tiennent ensemble, qu'au printemps, c'est le temps de la transmission. On dit que quand les louves se sentent rendues trop vieilles, elles se retirent et meurent seules. Elles quittent à la nuit tombée, retournent près d'une ancienne tanière, cessent de se nourrir et plus aucune louve autour d'elles pour le faire. On ne voit jamais de louve mourir, pourtant elles meurent. Et c'est vrai, je n'ai jamais vu aucune louve mourir, aucune femme mourir, pourtant les femmes meurent souvent. Et elles entrent parce que les fantômes sont toujours des femmes et parce que c'est connu. Les fantômes sont des fantômes parce qu'il leur reste quelque chose à faire, quelque chose à régler. Qu'on les arrache ou qu'elles s'arrachent, il n'y a rien à faire, elles partent intranquilles.